La résistance contre toute présence militaire américaine est longtemps menée par un leader africain charismatique et fort riche, le même qui est depuis des décennies une sérieuse épine dans le pied de l'Occident. Dès le début de sa carrière en tant que dirigeant politique, Mouammar Kadhafi s'est opposé à toute présence militaire étrangère en Afrique. Nelson Mandela partageait quasiment le même point de vue. Il n'était pas question que des forces africaines soient commandées par des représentants militaires étrangers, ni que des militaires étrangers occupent une partie de l'Afrique ou opèrent sur son sol. Kadhafi a joué une partie complexe avec les pays occidentaux. Le président Ronald Reagan le qualifie de chien fou du Moyen-Orient et tente de l'assassiner en 1986 en bombardant son palais. Sans succès. Les immenses réserves pétrolières que Kadhafi a nationalisées quand il a pris le pouvoir lui assurent une véritable indépendance et un ascendant sur l'ensemble du continent. À partir des années 90, Kadhafi est devenu une sorte de sommité, une voix prépondérante et sûrement l'une des plus fortes à défendre l'intégration africaine absolue. Il était considéré dans toute l'Afrique comme le successeur de Kwame Nkrumah en ce qui concerne la vision de l'unité africaine. Et ce n'était pas que des belles paroles. Kadhafi tenait non seulement à accélérer ce processus d'intégration, mais aussi à le financer. L'argent du pétrole libyen permet à Kadhafi de développer des projets ambitieux. 300 millions de dollars pour le premier satellite panafricain Rascom. Et 30 milliards pour le plus grand système d'irrigation au monde. En puisant dans les immenses réserves d'eau douce sous le Sahara, il transforme des dizaines de milliers d'hectares de désert libyen en terres agricoles. Kadhafi démontre ainsi que l'Afrique peut se développer sans passer par les banques occidentales ou le Fonds monétaire international. À coût de dizaines de milliards de dollars, la Libye a financé un grand nombre d'institutions économiques comme la Banque africaine de développement ou le Fonds monétaire africain. L'Afrique allait développer ses propres solutions, mettre en place ses propres programmes. Lorsque Kadhafi est élu président de l'Union africaine en 2009, les Américains s'inquiètent. Les multinationales américaines ont aussi leurs problèmes avec le dirigeant libyen. En particulier, lorsqu'il décide d'annuler un contrat d'1 milliard de dollars avec Bechtel, la plus grande entreprise de travaux publics aux États-Unis, qui entretient des liens étroits avec Washington. Le fait qu'une compagnie ayant le savoir-faire et l'assise financière de Bechtel ne soit pas parvenue à décrocher ce contrat est un avertissement pour les entreprises américaines et occidentales qui cherchent à s'implanter sur le marché libyen en pleine expansion, ainsi que pour les autres entreprises américaines qui envisageraient d'y investir. Kadhafi se met aussi à dos la France. Après avoir été courtisé par le président Nicolas Sarkozy, le dirigeant libyen annule de gros contrats d'armement. On oublie à quel point Sarkozy avait déroulé le tapis rouge à colonel Kadhafi en décembre 2007 et le colonel Kadhafi, en échange, lui avait promis 14 milliards de dollars de contrats. Il y avait une shopping list absolument incroyable. Finalement, Kadhafi a ridiculisé Nicolas Sarkozy parce qu'il n'y a rien eu du tout ou très très peu de choses par rapport à ce qui avait été promis. En mars 2011, alors que le printemps arabe se répand en Afrique du Nord, la France et les États-Unis décident d'agir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son aval. La protection des droits de l'homme justifie la guerre. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. We hit Gaddafi's troops in neighboring Ajabia, allowing the opposition to drive them out. We hit Gaddafi's air defenses. C'est la première guerre d'Africom
et son commandant en chef est le premier président afro-américain. L'intervention en Libye est aussi une façon d'envoyer un message aux autres États-nations africains. S'ils se lancent dans un processus de défiance radicale visant à une indépendance radicale, dans un processus nationaliste et anti-impérialiste, il pourrait y avoir des conséquences qui ne sont plus de l'ordre de l'hypothèse. Cela revient à envoyer le signal clair aux États africains qu'il y a des limites dans lesquelles ils doivent opérer et qui ont été fixées par les opérations militaires américaines. Kadhafi n'est plus là. Un obstacle majeur à la pénétration militaire américaine en Afrique a de fait été éliminé. We came, we saw, he died. La chute de Kadhafi provoque une onde de choc dont les conséquences vont se répercuter bien au-delà de la Libye. Malheureusement, les 40 000 armes que possédait Kadhafi n'ont pas été très bien contrôlées. Très vite, on s'est rendu compte que plus de 35 000 de ces armes s'étaient volatilisées. Elles avaient disparu. Puis on a découvert qu'une partie de ces armes avait fait leur réapparition dans le nord du Mali, au sud de l'Algérie, dans le sud de la Libye, au Niger. Il y en avait partout. Une partie des armes est tombée aux mains des rebelles libyens. L'autre partie de cet arsenal, dont des missiles anti-chars et anti-aériens, est tombée aux mains des combattants touaregs qui s'étaient battus aux côtés de Kadhafi, lequel avait soutenu leurs revendications d'autonomie au Sahara. Il y a toujours eu un irrédentisme touareg. Il y a toujours eu énormément de difficultés avec les Touaregs qui constituent 3 millions de personnes, une communauté qui sont de nomades, qui sont sur 3 pays, Niger, Mali et Tchad. Et c'est vrai que finalement, c'était une sorte de zone grise, une zone de non-droit où les gouvernements centraux les laissaient finalement faire un peu leur business et le grand protecteur des Touaregs dans la région, c'est le colonel Kadhafi. Une fois que le colonel Kadhafi, finalement le grand parrain de la région, a disparu, ils sont rentrés chez eux et les revendications qu'on a connues, que ce soit au nord du Niger ou au nord du Mali, au cours des années précédentes ou des décennies précédentes, ont ressurgi. Fortement armés, les Touaregs forment une nouvelle force de combat, le MNLA, et lancent une offensive contre le gouvernement de Bamako en janvier 2012. Le rêve ancestral de création de l'Azawad, un pays touareg indépendant qui s'étendrait sur tout le Sahara, semble à portée de main.